D'abord, on ne sait pas et on ne saura pas exactement ce qui s'est passé dans la tête de ce requin. C'est devenu une mode de se baigner avec les requins, de donner à manger aux requins, de tirer l'aileron du requin. On a fait de l'extrême comme ça à peu de frais. Là, il y a clairement un comportement de l'homme qui est inapproprié. On ne touche pas un requin. On a eu affaire à un hiver très doux. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus d'évaporation. Donc il y a eu plus d'évaporation, moins de pluie est tombée par ailleurs, et donc tout ça, ça fait que le sol est extrêmement sec. Donc c'est cette accumulation qu'on a pendant des mois qui va créer à la fin des conditions pour des incendies spectaculaires, et ça doit nous rendre vigilants pour cet été. Nous avons été choqués, bouleversés, non seulement par la mort de ce plongeur mangé par un requin, mais également par les incendies qui ont fait rage autour de Jérusalem, dans notre beau pays, et qui nous ont un peu terrorisés. Les images sont effrayantes et en même temps, il faut parler de ces phénomènes pour éviter qu'ils se reproduisent. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jonathan Hackenbaum. Ou Jonathan, peut-être. Les deux sont bien. Les deux sont bien, bah voilà. Vous êtes directeur de Greenpeace Israël. On a déjà eu l'occasion de vous avoir ici, mais c'est vrai que Greenpeace Israël, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme, bien évidemment, qui fait énormément de prévention, d'information. Vous faites aussi de la recherche concernant la pollution et d'autres phénomènes, et vous essayez, on va dire, bien voilà, de faire en sorte que l'action de l'homme ne soit pas une catastrophe pour la nature. Et c'est un peu ce qu'il s'est passé avec les requins. Alors c'est vrai qu'on arrive un peu tard sur cette information, mais c'est pas très grave parce que c'est un phénomène qui se répète chaque année. Les requins arrivent à Hadera chaque année, de plus en plus nombreux. Il y a des raisons pour cela, il faut les connaître et surtout il faut éviter que cette catastrophe qui est arrivée se reproduise. C'est pour ça que vous êtes là aussi. Oui, il y a des requins en Méditerranée, en Israël. La mer de Méditerranée, d'ailleurs, c'est une mer qui est extrêmement riche en termes de diversité biologique. Donc, il y a aussi plein d'espèces de requins, et notamment des requins gris, des requins des sables, qui aiment les eaux chaudes. Et alors, vous savez que donc à Hadera, il y a une centrale thermique, une centrale à charbon. Cette centrale à charbon a besoin d'énormément d'eau de refroidissement. Elle rejette ces eaux de refroidissement une fois qu'elles sont devenues chaudes. Et là, voilà, ça crée tout un espèce d'écosystème artificiel, en fait. Ça veut dire quoi? Du plancton ça va réalimenter toute la chaîne. Hein. Voilà, on a de l'eau chaude. L'eau chaude va favoriser la croissance des algues. Les algues, la croissance des petits poissons qui vont venir les manger. Et puis les gros poissons. Et puis tout en haut de la chaîne, on a les requins. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ce qui est fou, c'est que dans ce bord de mer de Hadera, près de la centrale, les requins arrivent et c'est pas nouveau. Ça fait déjà des dizaines d'années que ça existe. Oui, on les observe tout le temps. C'est pas quelque chose de rare. C'est pas non plus quelque chose de menaçant. D'ailleurs, ça n'a pas non plus été quelque chose de menaçant jusqu'à ce terrible incident. Alors, c'est ça qui est fou parce qu'on dit toujours, mais de toute façon, les requins, ça n'attaque pas l'homme. C'est pas dangereux pour l'homme. Mais c'est quand même des animaux sauvages. C'est des animaux sauvages, c'est des animaux extrêmement imprévisibles. Quand on regarde statistiquement, il y a peu d'hommes qui meurent à cause de requins. Je ne sais pas s'il y a un antécédent en Israël, s'il y a un précédent en Israël depuis la création de l'État. Je ne sais pas. Mais on entend chaque année, notamment quand on est francophone, à La Réunion, sur l'île de La Réunion, il y a de temps en temps comme ça. Mais en Méditerranée, c'est extrêmement, extrêmement rare. Et on sait définir, ok, voilà les espèces dangereuses. Vous avez le requin bulldog, peut-être de loin le plus dangereux. Vous avez le requin blanc. Là, il n'y en a pas. Si dangereux que ça. En Israël, il n'y en a pas. Non, c'est pas des espèces. Ceux qui sont présents ne sont pas dangereux. Non, c'est extrêmement. Donc, mais pourtant, alors ils ne sont pas dangereux, mais celui qui a mangé ce pauvre plongeur. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui a été une surprise. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer le classement de ce requin, dire voilà, ce sont des requins dangereux. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et a priori, les requins ont perdu la boule. C'est quoi? C'est l'homme qui a mal agi? D'abord, on ne sait pas et on ne saura pas exactement ce qui s'est passé dans la tête de ce requin. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a... les gens ont commencé à arriver, c'est devenu une mode de se baigner avec les requins, de donner à manger aux requins, de tirer l'aileron du requin, parce que voilà, je suis capable j'ai touché le requin, je lui ai tiré l'aileron. Oui, de le toucher, de le tirer. Est-ce que tu m'as pris un selfie? Est-ce que tu m'as pris la photo? Est-ce que ça? Voilà, on a fait quelque chose, on a fait de l'extrême comme ça, à peu de frais. Et donc voilà, donc là, il y a clairement un comportement de l'homme qui est inapproprié. On ne touche pas un requin? On ne touche pas un requin. On ne touche pas un requin parce qu'on ne connaît pas le requin.
parce qu'on ne sait pas son comportement. On ne touche pas un requin. On lui donne pas à manger? On lui donne certainement pas à manger. Pourquoi? On ne donne pas à manger. Si on donne à manger à un requin, le requin peut comprendre dans sa tête que voilà, l'homme va commencer à le nourrir, il peut développer des comportements différents, et c'est peut-être ce qui s'est passé dans ce cas-là. Voilà, on n'a pas des années de recherche derrière nous pour dire voilà, quand on a mangé des requins, c'est ce qui va se passer, mais voilà, c'est des phénomènes qui sont troublants. Voilà, de manière générale, des personnes qui n'ont pas une vraie connaissance des animaux sauvages, il y a des gens qui sont spécialistes des requins, qui sont spécialistes, qui connaissent leur comportement, qui les ont étudiés. C'est pas le cas des dizaines, des centaines de personnes qui se sont baladées et tout ça. Et ça, a priori, ça crée une sorte ça a créé quelque chose chez ces requins. Et voilà, on arrive à cet accident. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les bords de plage de Hedera? Il n'y a pas de problème, on peut se baigner. S'il y a des requins qui sont pas trop loin, on peut se baigner aussi. Il ne faut pas se baigner, il ne faut pas aller chercher se baigner au milieu des requins parce qu'il y a eu un accident, donc il y a quelque chose a priori qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire... Maintenant, on ne sait pas non plus ce qui s'est passé avec ce plongeur spécifiquement. Cet été, ce sera encore se baigner au milieu des requins, ou ce sera plus le cas parce qu'ils vont partir? Les requins s'éloignent. Voilà, les requins s'éloignent. Il y a des phénomènes saisonniers. Il y a des phénomènes saisonniers en hiver, au printemps. L'eau est froide, mais l'eau à côté de la centrale thermique est chaude. Alors ça, c'est intéressant. Et l'eau au bord de la mer, donc les requins viennent, mais ils vont repartir. Et donc, on aura, heureusement et malheureusement, on aura moins l'occasion de les rencontrer. Bon, en tout cas, vous aurez compris, c'était important de faire cette petite mise au point. On ne donne pas à manger aux requins, on ne touche pas les requins, même s'il y a des animaux plus dangereux qui ont tué, en général, qui pour l'homme sont vraiment un danger. Hein, je pense aux lions, et puis il y en a d'autres. Les requins, on ne s'approche pas. Non, et puis on ne met pas un requin dans sa baignoire. Même, d'accord. Je précise quand même. Ouais, c'est fou. En tout cas, il faut le préciser, hein, parce qu'on a retrouvé toutes sortes de gens compris, qui s'amusent comme ça, élever chez eux des animaux très très sauvages. Donc oui, je précise aussi. Voilà, 20 km de forêt ont été brûlés. Ça c'est terrible. Dans les alentours de Jérusalem, on a vu le feu embraser l'autoroute 1 des deux côtés de la route, et ça, c'est dû, on va dire, à une politique de plantation d'arbres qui date de la création du pays. Oui, alors quand on regarde un incendie comme ça, alors c'est toujours après, quand ça se passe, il y a toujours une espèce de... c'est plusieurs versions, entre guillemets, qui en réalité ne se contredisent pas l'un l'autre. Il y a une version qui va chercher à savoir, mais qui a tenu qui a allumé ça? Voilà, qui a tenu l'allumette? Et puis, notamment nous, mais d'autres, on va dire, ok, mais qu'est-ce qui fait que quand il y a un incendie, il est tellement dévastateur? Alors, pour la première qui a tenu l'allumette, ça c'est vraiment... Il y a toujours des... Il y a une enquête, la police... Il y a une enquête, bien sûr. Voilà, il y a toujours de la négligence, il y a toujours aussi des incendies volontaires, pour toutes sortes de raisons, notamment... Bon, là, on sait que c'est les deux, quoi. Voilà, on sait que c'est souvent mélangé, etc. Bon, il y a tout un travail à faire. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un incendie est comme ça, à tel point dévastateur? Et ça, en fait, c'est deux choses qui vont ensemble. Premièrement, c'est la politique des forêts d'Israël, et cette habitude, donc ce que vous avez mentionné, depuis les années 40 et même avant, qui était de planter une espèce qui est finalement peu adaptée à notre climat, qui est l'espèce qui est le pin ukrainien. Le pin ukrainien qui pousse vite, mais le pin ukrainien qui est extrêmement inflammable. Maintenant, ce pin ukrainien, qui a survécu quand même relativement bien pendant des dizaines d'années, le climat en Israël, comme dans le monde entier, le climat devient plus chaud. En Israël, on parle d'une élévation de température de l'ordre de 1 demi-degré tous les 10 ans. Donc c'est quand même assez élevé. C'est une température moyenne qui s'élève de manière significative. On l'a vu ces dernières années avec des phénomènes de chaleur extrême, avec des sécheresses importantes. Et donc tout ça, ça sèche encore et encore. Certains arbres ne survivent pas à ces chaleurs. Ils meurent, on les enlève pas forcément, et donc à ce moment-là, voilà. Donc à ce moment-là, un incendie, quand il va venir, il va s'embraser et il va être terrible. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Le fait qu'on ait eu un charav cette journée-là et un hiver assez doux, ça aussi, ça, on va dire, ça accentue la possibilité d'un feu de forêt gigantesque. Absolument, oui. Alors, et c'est important que vous ayez mentionné les deux parce que
Évidemment, quand on est au cœur d'une vague de chaleur extrême avec des températures comme il y a eu à 38 degrés, voilà, donc dans ces zones-là, dans les zones qui ont pris le feu, c'est extrêmement chaud. Mais ça, encore une fois, ça veut dire que ça va vite partir. Mais on a eu à faire un hiver très doux. Donc l'hiver très doux, bon, on l'a ressenti bien. La chaleur était agréable, on n'a pas senti spécialement. Mais ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus d'évaporation. Donc il y a eu plus d'évaporation, moins de pluie est tombée par ailleurs, et donc tout ça, ça fait que le sol est extrêmement sec. Donc c'est cette accumulation qu'on a pendant des mois qui va créer à la fin des conditions pour des incendies spectaculaires, et ça doit nous motiver et nous rendre vigilants pour cet été, et pour en fait tous les mois qui sont devant nous jusqu'au prochain hiver, jusqu'aux prochaines pluies significatives. Quand vous parlez de négligence, ça veut dire quoi ? Alors la négligence, par exemple la négligence, c'est que on va allumer un feu parce que c'est sympathique, et puis on va l'éteindre, mais pas complètement. Donc ça, c'est une négligence. Ça veut dire on l'éteint. On l'éteint, mais il y a des braises. Il y a quelques des braises, une ou deux. Voilà, il y a une ou deux braises. Ça suffit. Une ou deux braises. Avec la chaleur, ça peut suffire. Des incendies parfois sont déclenchés par de négligence. Ça peut être, on a bu une bouteille de bière, on a laissé cette bouteille, elle s'est cassée et on a un copeau de verre qui va se trouver à côté de matières extrêmement inflammables. Le soleil va venir sous un certain angle, ça suffit ça. On a tous fait cette expérience. Enfin, une partie on a fait cette expérience, on a vu comment c'était. Ça prend feu. Et puis ça peut être une cigarette. Voilà, ça c'est avant qu'on arrive à la criminalité et à tout ce registre-là. Qu'il ne faut pas négliger non plus. Mais voilà, donc on a des conditions qui sont des conditions extrêmes et qui nécessitent de voir les choses en avant. Parce que quand je regarde, je vous donne un élément au niveau global, l'impact des incendies en 20 ans a augmenté de 60% dans le monde, entre 2001 et 2023, à peu près une vingtaine d'années. En raison du réchauffement climatique. Dans certaines zones, comme les zones boréales, c'était augmenté par un facteur 3. Donc on a une tendance qui est une tendance qui est là pour durer. Et cette tendance, donc, elle doit nous inciter à repenser notre rapport à la forêt, à la protection des forêts, à la vigilance. Et je pense qu'une des choses que l'on doit faire, parmi tant de choses, il y avait d'ailleurs, ça a été reproché au gouvernement, il y avait des recommandations qui avaient été faites sur des zones qu'il fallait faire autour des habitations et toutes sortes de choses. Mais quelque chose qui est essentiel et qui doit être fait, c'est que la population doit être formée aux incendies extrême, de la même manière qu'elle est formée à tout un tas aux missiles par exemple, ou à tout un tas de choses où on sait quoi faire. C'est extrêmement important de rentrer cela, parce que ça touche ça touche et ça va toucher des centaines de milliers de personnes, et la capacité à réagir à temps, c'est ça qui fera la différence entre des petits incendies, des moyens et des gigantesques. Des incendies terribles. Voilà, on le sait, le KKL procède à la forestation de notre pays. Hein, c'est eux qui en ont la charge. Alors j'imagine qu'ils ne plantent plus des pins ukrainiens extrêmement hauts et extrêmement inflammables. Non, ça depuis des dizaines d'années, il y a eu un changement de politique et on est passé à des espèces qui sont des espèces locales. Je pense alors le chêne, le caroubier, l'amandier. L'acacia. L'acacia plus au sud, toutes ces sortes d'espèces qui sont locales, qui sont beaucoup moins inflammables, et puis qui ont l'avantage de permettre une vie plus riche de manière générale. Plus d'espèces d'oiseaux, d'animaux qui vont nicher là, dans ces arbres que dans les pins ukrainiens. Ça a beaucoup plus de richesse. Mais c'est également beaucoup plus bas. Le fait que ce soit beaucoup plus bas, vous l'avez mentionné, donc on va parler d'une forêt, au lieu de s'élever à 20-30 mètres, une forêt qui va s'élever à 5-6 mètres. C'est une forêt où vous avez moins de risque que par des temps de vent fort, vous ayez tout à coup une branche inflammée qui va faire un bond de 100 ou de 200 mètres. Ouais, donc ça aussi, c'est extrêmement, extrêmement important. Alors, on parlait en introduction de 20 km de terrain qui ont brûlé, c'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup, 20 km. Alors, pour donner un exemple, Jérusalem fait 70 km², donc on va considérer que ça fait à peu près un tiers de Jérusalem, à peu près. L'incendie gigantesque qu'il y a eu en 2010 au Carmel a brûlé le double. Les incendies de 2017 ont aussi brûlé une quantité plus importante, je ne saurais pas vous dire le chiffre exactement. Donc, ces 20 dernières années, c'est l'incendie, je crois, le 3e en termes de territoire qui a été brûlé. Un bon mot pour les pompiers. Les pompiers ont fait un travail énorme d'adaptation, de compréhension des tendances
Et donc ils sont extrêmement réactifs, ils sont très vite sur le terrain. Voilà. Malheureusement, ça va parfois extrêmement vite, quoi. Alors, on a beaucoup parlé voilà, de visuellement ce que ça fait que de voir voilà, ces kilomètres brûlés, cette terre noire, la poussière. Enfin, c'est tellement triste à voir comme paysage, mais j'imagine aussi que la faune a dû a payé un prix très lourd. Hein. Oui, alors vous avez dit, il y a des volontaires qui ont été regardés de ça, donc ils ont trouvé... vous avez des espèces d'animaux formidables. Vous savez qu'en Israël, la diversité biologique est l'équivalence de celle de la France, sur un territoire 20 fois plus petit. Donc c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Donc oui, vous avez des chacals qui ont été trouvés morts, vous avez également des loups, vous avez des renards. Et des cerfs. Oui, et également, voilà, beaucoup d'animaux qui n'ont pas du tout réussi à s'enfuir, parce que ça allait aussi très vite. Vous avez des animaux plus petits, des porcs-épics, vous avez des hyènes également qui ont été retrouvés. Donc vous avez toute cette diversité qui a été prise au piège, comme ça. Fais attention quand on campe, hein, c'est dangereux. Non, généralement ils se tiennent loin et tout, mais ça m'arrivait de camper dans une zone qui a brûlé et les chacals m'ont pas mal empêché de dormir, mais c'était juste empêché de dormir. Donc et je voudrais dire aussi, il faut constater quand même que donc journée du souvenir, il y a eu cette vague de chaleur extrême avec les incendies qui ont été déclenchés. La chance, on a eu extrêmement de chance, il y a eu une baisse brutale des températures et il y a eu un peu de pluie aussi. Donc ça a aidé à beaucoup les aidé. Voilà. Imaginez des pays, on entend parfois en Grèce, on entend parfois en Espagne, on entend souvent aux États-Unis qui font face à des vagues de chaleur qui n'en finissent pas. Ouais, donc c'est très dur de venir à bout de ces flammes. Et alors à ce moment-là, c'est terrible. Ok, juste un petit mot parce qu'on va finir sur une note d'espoir. La repousse, on va attendre longtemps pour retrouver notre belle forêt qui longeait l'autoroute A1. La nature est résiliente, donc au bout de quelques années, ça commencera déjà à repousser. Et puis que ça revienne comme c'était, pas exactement, mais on va dire en quelques années, on verra déjà du vert par rapport à ça. Il suffit pour cela de se promener près d'endroits comme, je pense, d'autres endroits dans la forêt de Jérusalem qui ont été brûlés il y a quelques années et qui reverdissent déjà. La nature est résiliente, jusqu'à un certain point. Ok, donc ça, on va attendre combien de temps à peu près? On va dire que d'ici 3 ans, vous verrez déjà du vert, mais ça sera très bas, et puis après, ça commencera à repousser. Ok, bon, en tout cas, merci pour ces précisions. Évidemment, on peut se connecter sur le site de Greenpeace Israël pour avoir d'autres informations. Vous faites toujours des actions diverses et variées. Là, je crois que la prochaine, c'est une étude pour estimer la pollution à Haïfa. Donc, ça aussi, c'est extrêmement intéressant par rapport aux granules de plastique à l'usine pétrochimique qui les fabrique. Donc, voilà. Donc, plein de sujets passionnants. Des tas de volontaires se joignent pour participer d'ailleurs à cette collecte de granules vierges, de plastique vierge. Donc s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, eh bien, ils n'ont qu'à chercher sur la page de Greenpeace Israël et ils pourront se joindre. Voilà, sur Facebook aussi, on peut vous trouver, même je crois sur Instagram. Oui. Voilà, donc c'est assez facile. On vous remercie beaucoup Jonathan, bravo pour votre travail. Merci.